Salut! Oh là, t'as pas les yeux en face des trous. Bon bah me voilà de retour après mes congés. Vous avez vu, j'ai fait la pleureuse. Maintenant vous êtes habitués. Un petit point de là où on en est, parce que le projet avance. Maintenant je vais pouvoir me reconcentrer. Vous avez vu, j'ai pas dit focus sur le projet parce que bah il faut que ça avance ce petit projet. On y est presque. Et du coup là je vous fais un point. Les rares qui regardent sur YouTube, ça vous fait un point long à regarder, chiant mais au moins complet. Puis après je découpe ça en reel pour le mettre sur Instagram. Où en sommes-nous? Plein de sujets à traiter. Je les ai pas listés. Là je suis vraiment revenu en freestyle parce que j'avais du mal à tout me remémorer, donc je vais consulter, machin. La magie du montage fera que vous vous embêterez un peu moins que si je faisais tout seul. Alors où est-ce qu'on en est? En gros, là actuellement, on est vraiment dans la phase de développement du produit, où on arrive à bout de comment on le fait, comment les moteurs fonctionnent, comment on fait les branchements, comment on fait de la place, etc. Et il y a plein de sujets qui sont venus sur la table. D'abord, il faut que je vous parle un peu de l'équipe, parce que bah, je me rends compte que je vous en parle un petit peu par-ci, par-là, à droite, à gauche, et en fait, il commence à se constituer une équipe qui devient intéressante, parce que c'est vraiment l'équipe qui développe l'horloge du vent. On a en tout premier Florent. C'est quelqu'un que j'ai rencontré à un truc qui s'appelle Kite and Connect, auquel j'ai participé une année, qui est en gros un rendez-vous d'entrepreneurs qui profitent de leur passion commune pour les sports nautiques, donc le kite, la wing, la planche, etc. Et en profitent pour faire du réseau, du business. On échange nos idées. Il y a des speed dating où on se dit en 5 minutes ce qu'on fait dans la vie, on fait des contacts. Souvent, tout le monde ressort de là avec des nouveaux contacts, des nouveaux potes. C'est très bien fait. C'est Laurent Witt qui organise ça et c'est vraiment un endroit où il faut aller. Ça fait plusieurs années que j'essaye d'y aller. Les finances de ma boîte le permettaient pas, ma situation familiale non plus, mais j'ai pu y aller donc une année et là je vais y retourner cette année. Ça y est, c'est officiel, j'y retourne pour présenter l'horloge du vent, je l'espère. Donc ça, je suis super content. Donc ça, c'est une première chose. Florent, il est designer et Florent, je me suis toujours dit ah ouais, il est designer, c'est super intéressant. Et Florent, quand je lui avais parlé de mon projet il y a 1 an et demi, 2 ans, il m'avait dit grave, trop cool, hyper intéressant. Il est passionné par le développement de produits. Il m'avait montré un truc beaucoup plus design, beaucoup plus abouti, forcément c'est son métier, et beaucoup plus premium. Et à ce moment-là, moi j'avais dit bah c'est pas trop l'idée que je m'en fais. Moi je voulais un truc plus bois naturel. Et donc voilà, on en était resté là. Moi j'avais repris mon boulot et on va en parler sur le côté. J'ai un peu mis de côté pendant 1 an et puis 1 an plus tard, je suis revenu avec ce projet où je me suis dit allez Antoine, lâche rien, va au bout de ce projet. J'ai publié tout ça sur Instagram et du coup on a rediscuté de ça avec Florent et il m'a dit bah moi je peux peut-être t'aider. Voilà, au début il m'a proposé son aide gracieusement. Et de fil en aiguille, je lui dis bah non, bah attends, tu diriges un cabinet d'études en design, tu fais de l'impression 3D, il y a tout ce qu'il faut pour mon projet, viens, on bosse ensemble. Et donc on se met à bosser ensemble et Florent, il est vachement investi dans le projet, donc ça c'est cool. Et surtout, il m'a apporté Quentin, qui fait partie de son équipe et qui bosse avec lui sur la partie vraiment conception de l'outil, etc. Florent est plus là en chef de projet, étude des coûts, etc. Quentin est vraiment là dans la réalisation opérationnelle. Et Quentin, il est hyper précis et ça c'est très cool. Il est hyper intelligent, ça se voit que ça va vite dans sa tête. Il challenge toutes nos idées, il n'hésite pas à nous le dire en mettant son ego de côté. À chaque fois qu'il challenge, c'est vraiment, on sent que c'est pour le bien du projet, il veut que ça avance. Donc c'est super, je suis vraiment content d'avoir Florent et Quentin. L'autre personne centrale du projet, c'est Rémi. Rémi, lui, il est vraiment sur la partie développement et puis je l'avais signé en premier sur la partie développement et CAO, donc faire ce genre de choses. Les petites cartes qui nous permettent, donc ce qu'on appelle un PCB, les petites cartes, un PCB, voilà. Les petites cartes qui nous permettront de brancher tous les petits moteurs qu'on appelle des servomoteurs qui vont faire tourner les girouettes, on va appeler ça comme ça, les aiguilles qui indiqueront la direction du vent, ainsi que les jauges. Et donc il a fait ça et surtout Rémi, là où il est très important, c'est pour le code qui va aller chercher chez Météo France les informations sur les prévisions de vent et les envoyer dans la petite carte qui les envoie sous forme de données en degrés au petit cerveau et les petits cerveaux vont se dire ok, donc là le vent il est nord-ouest, ça veut dire qu'il est à 187 degrés sud, enfin 187 degrés par exemple, et il va se mettre dans la bonne direction. Donc voilà, Rémi il est un peu à cheval entre deux savoir-faire qui sont le numérique pur, le code, l'informatique, enfin le code, donc le non palpable, et le physique. C'est pour ça qu'il fait du figital, c'est du physique et du digital. Ceci explique cela. Bref, et du coup Rémi il nous fait le truc et puis il apporte pas mal sa pierre à l'édifice aussi sur bah voilà, moi j'ai réfléchi, on pourrait faire comme ci, on pourrait faire comme ça. Et ça a vachement d'avantages et ça a aussi des inconvénients, c'est-à-dire que parfois bah on se challenge avec Quentin, il s'interroge et il se pose des questions et il y en a qui ont leur préférence sur la manière de faire. Mais donc voilà, et en gros ça crée plein de débats, c'est intéressant. Donc maintenant il va falloir que chacun fasse sa partie pour moins qu'on marche les plates-bandes les uns des autres, dans les plates-bandes les uns des autres, sinon on se ralentit à tout le temps se challenger, à se dire ah moi j'aurais pas fait comme ci, moi j'aurais pas fait comme ça. Et donc moi mon rôle c'est vraiment de faire le chef d'orchestre
test de tout ça, de vérifier que tout avance, tout en parallèle, continuer à communiquer sur le projet pour le faire connaître, à aller chercher des fonds, parce que là, je commence à engager pas mal de fonds, etc. Donc voilà où on en est. Et il y a maintenant une 4e personne dans l'équipe, 5e avec moi, qui est donc Michael. Michael qui va m'aider à faire l'identité visuelle d'Horloge du Vent pour qu'on puisse coller au design qu'on s'était imaginé et avoir une vraie identité visuelle. Sauf que ça, je l'ai mis un petit peu en stand-by. Michael est très bien aussi, on sent qu'il est très structuré, qu'il m'apporte beaucoup de conseils, que ça peut être très intéressant de travailler avec lui. Pour l'instant, j'ai mis un peu en stand-by parce qu'on était en phase de négociation avant que je parte en vacances. J'arrivais plus à aligner 2 idées, on se comprenait pas. J'étais mitigé sur les devis qu'il m'envoyait et du coup, j'ai préféré là faire un stop, me remettre les idées à zéro, au clair et reprendre le projet avec les idées un peu plus claires. Parce que là, ça s'embrouillait trop, notamment parce que je m'emmêlais les pinceaux sur plein de projets. D'ailleurs, ça va me permettre du coup de faire cette petite parenthèse sur les projets actuellement que je mène. Parce que ça me semble intéressant de vous parler de ce que je fais au quotidien. Il se trouve que là, moi, je viens de bénéficier d'une très belle période de chômage déjà. Et comme tous les gens qui ont bénéficié du chômage, je vais être extrêmement hypocrite, mais je vais vous dire que faut qu'on arrête avec ce système. Disons que ça ne pousse pas à faire beaucoup d'efforts pour se sortir les doigts du cul. J'ai été confort pendant 2 ans, même 2 ans et demi. Je vous passe les détails. Bon non, d'ailleurs, je vous passe pas les détails. Pourquoi j'ai été très confort avec le chômage et vos impôts? Eh bien parce que j'ai été d'abord salarié dans une boîte jusqu'à 2020. 2020, hop, rupture conventionnelle avec cette entreprise. Là, je fais 3-4 mois de chômage. C'est 3-4 mois de chômage, donc je m'inscris à Pôle emploi à l'époque, ou France Travail déjà, je sais plus, mais je m'inscris à Pôle emploi. Et puis 4 mois plus tard, on vient me chercher pour diriger une boîte dans la santé aussi, une autre start-up, et monter une autre start-up dans la santé. Chose que je fais pendant 2 ans, la start-up se développe, se porte bien. À un moment, problème juridique. Je vous passe les détails. Bam, on doit fermer les vannes d'un coup et tout s'arrête du jour au lendemain. Je dois licencier plein de personnes. C'est l'enfer. Voilà, je vais pas dire mais j'ai beaucoup appris parce que ce serait un manque de respect. Tout le monde a retrouvé du boulot, j'y ai veillé. Tout le monde est prêt à retravailler avec moi. On s'entend tous très bien. C'est pas le sujet. À la fin de cette expérience où la boîte s'arrête brutalement 2 ans plus tard, je me retrouve au chômage. Et donc là, j'appelle France Travail, qui avait changé de nom entre temps, et je leur dis salut France Travail, je suis au chômage. Est-ce que je peux activer mes droits de chômage? Bien sûr Antoine, sauf que tu avais déjà activé des droits au chômage en 2020. Tu n'as consommé que 4 mois sur les 18 mois que tu as. Donc, tu seras bien mignon de finir ton chômage avant de commencer celui de ton expérience suivante. Donc là, moi, je dis naïvement, et je vous jure que c'est vrai, je dis, bah attendez les gars, j'étais mieux payé sur ma 2e expérience, donc je préfère limite qu'on annule mes droits au chômage précédents de l'expérience d'avant, et puis on met mes nouveaux droits au chômage. Ah non, 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 Antoine, tu ne peux pas, parce qu'il faut une différence de 30% de capital, donc 30% sur tes revenus en gros, entre ton ancien chômage et ton nouveau, pour que tu aies le droit à effacer ton ancien chômage pour passer directement au nouveau. Et donc là, on me dit, tu vas d'abord devoir finir ton chômage d'il y a 2 ans, et ensuite automatiquement, ton nouveau chômage va commencer. Donc là, je me retrouve avec quasiment 3 ans de chômage devant moi. Vraiment, le système fait que pour pas que je puisse annuler des chômages et choisir le meilleur montant de chômage, au final, on va me payer pendant 3 ans aux frais de la princesse, enfin du contribuable en l'occurrence, lunaire. Enfin, je les ai appelés 15 fois pour confirmer, comprendre. J'étais avec ma femme au téléphone et franchement, je me disais, mais c'est lunaire. Alors, pour vous rassurer, pendant ces 3 ans de chômage, je me suis pas payé déjà. J'ai fait 500 000 € de chiffre d'affaires en 2 ans là avec ma boîte dans l'IA. Je me suis pas versé 1 euro, j'ai tout donné à des salariés. Donc j'ai créé de l'emploi, j'ai même payé des alternants qui ont pu passer leur diplôme. Donc j'estime avoir fait ma part pour créer de la valeur pour l'État français. Mais force est de constater quand même qu'on marche un peu sur la tête. Et même si moi j'en ai bien profité, attention, instant hypocrisie maximum, franchement il faut plus faire ça quoi. Parce que moi ça a fait 2 ans où j'ai commencé à faire des projets. Et c'est ce qui donne cette connerie que je suis en train de vous faire, c'est que en fait je me disais attends, j'ai le temps de voir venir, même si vous essayez de vous dire allez non, mets-toi la pression, compte pas là-dessus pour vivre, etc. Il y a un moment où vous savez que c'est plutôt confort, donc en fait vous allez vous lancer un nouveau projet en parallèle d'un autre. Si j'avais été vraiment dos au mur, je pense que je me serais concentré sur un seul projet, je serais allé au bout, je me serais assuré de gagner ma vie avec, plutôt que là d'enchaîner plusieurs projets où en fait c'est pas grave si c'est pas rentable pour l'instant, ça va venir. Je préfère tout payer mes salariés, prendre des salariés pour les faire bosser à ma place sur des trucs. Et en fait, là, j'arrive au bout du truc où j'ai besoin de gagner ma vie.
Et au final, bah, les contrats sont arrivés à la fin pour les alternants, bah, j'ai pas renouvelé. Mon associé qui était salarié, que je payais beaucoup trop, bah, je lui ai dit désolé, mais on s'arrête là. Moi maintenant, il faut que je me paye moi, donc je vais faire le boulot moi-même sur ta partie que tu faisais. Et puis en fait, là, je me rends compte que bah, je gagne mieux ma vie à le faire. Alors c'est pas du temps perdu, ça m'a permis de construire un réseau, des clients, etc. Mais voilà, c'est vraiment un apprentissage pour moi. C'est horrible ce que je suis en train de dire, c'est vraiment un discours d'enfant gâté, mais c'est la réalité. Voilà, je l'assume. Et donc voilà où j'en ai été. Donc pendant 2 ans, j'ai pu bosser grâce à vos impôts sur mon conseil en IA, payer des salaires et du coup moi ne pas me rémunérer. C'est super, la boîte a tourné, on a été bien pendant 2 ans et maintenant j'en arrive à un moment où je reviens un peu en arrière finalement parce que bah moi je voudrais gagner ma vie. Je me rends compte que je gagne bien mieux ma vie en bossant tout seul, en freelance, mais du coup je suis débordé. Voilà. Et l'horloge du vent est née entre temps et ça c'est super parce que c'est un projet qui me tient réellement à cœur. Et du coup l'horloge du vent, pour revenir là-dessus, pourquoi c'est né? Parce que je suis dans l'IA, ça me passionne. L'IA arrive en 2022. Nous, on était déjà dedans depuis 2020-2021 parce qu'on bossait avec des freelances. On bossait déjà avec des gens qui étaient dans l'IA. Et on en entendait parler comme ça de loin. Et en gros, bah, c'est arrivé sur le marché. On était les premiers à être dedans. C'était passionnant. On a appris plein de trucs. Ça a évolué hyper vite. C'est une super révolution. Mais on a conscience que ça nique la planète, que ça rend les gens cons, qu'il faut interdire les gens de générer des images, par exemple. Enfin, il y a plein de trucs comme ça qui sont où on marche aussi sur la tête et moi bah forcément parfois j'ai mes états d'âme de putain je suis dans un secteur de merde qui pollue qui ok est une révolution technologique mais est-ce que c'est vraiment ça qui fera avancer le monde? Je préfère faire un projet qui ne fera pas avancer le monde mais qui a plus un truc qui touche au cœur des gens que juste viser la croissance, l'accélération, la spéculation, etc. Voilà, ça c'est mes petits moments de doute parfois. Là je vous avoue que je suis pas du tout dedans en ce moment. Je fais du conseil en IA, ça se passe très bien. J'aide des gens à plus petite taille, des avocats ou quoi à gagner du temps et je suis content, je leur apporte de la valeur, ils sont soulagés, des gens qui bossent tout seuls souvent dans leur cabinet, donc voilà pour les détails. Tout ça pour vous dire que l'horloge du vent est arrivée et donc moi le but c'est de glisser vers l'horloge du vent pour un projet vraiment où on fait quelque chose de made in France si possible, de l'artisanat, un objet physique, quelque chose de palpable. On revient à l'essentiel avec des matières comme le bois, donc les data centers et tout ce qui va avec, qui a été miné par des enfants au Congo. Vous avez compris l'histoire, bref. Voilà pour la parenthèse donc de comment est née l'horloge du vent, où j'en suis. Je venais à tout ça pour vous dire qu'en fait du coup je suis sur 2 projets. Tout ça pour dire qu'il faut, c'est un de mes gros défauts, c'est de me focus sur un seul projet, de me concentrer sur un seul projet. Si vous n'avez pas le choix, concentrez-vous sur un seul projet. C'est le meilleur moyen d'aller au bout, sinon bah, vous allez vous arrêter. Et vous voyez là je suis arrivé à un moment où j'ai atteint le plafond de verre, où j'avais pas prévu assez de contenu pour les réseaux sociaux, j'étais complètement débordé par la partie IA qui me fait vivre maintenant parce que le chômage ça y est, ça se termine là. Je me retrouve avec mon projet de cœur qui en pâtit parce que le projet bouffé, j'ai été très ambitieux. Voilà pour la parenthèse business et où est-ce qu'on en est. Maintenant l'horloge, on a plusieurs sujets. On a un petit premier sujet plutôt fun, récréatif qui est les autres sports. En effet, quand je fais des réunions avec les gars, très souvent, ils viennent en me disant « Et t'as pensé à ci, et t'as pensé à ça ?» Alors les gars, je vous le dis, tous les sports, j'y ai pensé, ok? Et j'ai envie qu'on les fasse tous, c'est clair, je veux qu'on soit une belle boîte qui fait vraiment des objets pour tous les sports dépendants du vent. Et pourquoi pas après autre chose que le vent, mais en tout cas, je travaille vraiment là-dessus. On m'a parlé du snowkite. Et on m'a parlé du parapente avec un critère en plus très intéressant qui est le relief, le dénivelé. C'est vraiment une parenthèse parce qu'on va pas se concentrer pour l'instant dessus, mais ça me fascine et donc c'est vraiment, j'ai très hâte d'apprendre là-dessus. Il y a aussi le speed riding. Et d'ailleurs, un petit salut à Alexandre Bianchi que j'ai découvert sur Insta qui est un fou furieux. Il m'a confirmé qu'il faisait attention sur Instagram. Il a vraiment l'air d'être un débile qui s'est mis au speed riding sans jamais avoir rien fait d'autre et qui se pète des côtes à force de faire le débile. Je pense que c'est un mec qui n'a pas d'enfant clairement, mais il m'a bien fait rire. On a discuté vite fait sur les réseaux et voilà, on fera sûrement une vidéo ou un truc ensemble. Je pense que ça peut être un bon mec à sponsoriser par l'horloge du vent quand on aura le budget. En tout cas, c'est le genre de mentalité que j'apprécie, même si je n'encourage pas à se tuer. Bref, et donc pourquoi tout ça? Oui, et donc cet aspect dénivelé, il est hyper intéressant sur les cartes parce qu'on pourrait en faire quelque chose et donc Rémi est venu avec une idée de faire des cartes comme les cartes de montagne en fait, où on voit les différentes lignes de relief. On pourrait même carrément faire une carte en relief pour que le parapente ait les plafonds de vent, etc. Bref, il y a plein de choses à réfléchir et donc on va travailler dessus. Il faut qu'on arrive d'abord au bout du premier prototype. On a dit qu'on se concentrait sur les sports nautiques, en tout cas tout ce qui a trait à la côte pour vraiment déjà ça soulève 1 milliard de sujets et on va le voir tout de suite. Donc le snowkite, le speed, le parapente, je vous oublie pas, j'ai hâte qu'on travaille ensemble.
ensemble. Bon, ensuite, où est-ce qu'on en est d'un point de vue électronique pur? Là, c'est pour nos amis geeks qui nous suivent. Oh, j'ai fait quoi de mon PCB? Ah oui, voilà. Voilà, qu'est-ce qu'il nous a fait, Rémi? Il nous a commandé un PCB 38 broches. Donc 38 broches, ça veut dire qu'on a 38 petites broches comme ça qui sont soudées autour de la carte. Qu'est-ce que ça fait? D'après Quentin, on n'avait pas forcément besoin de 38 broches. Et que si on avait un problème de place dans notre horloge, on aurait peut-être mieux fait de faire un PCB 30 broches. Donc avec un peu moins de branchements puisqu'on n'avait pas besoin des 8 broches en plus. Ça nous montre des choses intéressantes parce qu'en fait, on a des mécanismes assez volumineux à placer, sachant qu'il nous faut... Là, moi ici, j'ai une horloge de 30 cm et cette horloge de 30 cm, vous voyez, j'ai mon PCB, il fait d'ailleurs la même taille, qui est au milieu. Il faut que je le cale, il faut que je cale tous les mécanismes. Je vous donne un exemple, d'ailleurs, Antoine Carrel, qu'il faut que je recontacte. Antoine, je t'oublie pas. Hein. Les mécanismes, en gros, ils tiennent tous dans des boîtes comme ça. Et là, il faut que j'en cale 1, 2, 3 pour les 3 aiguilles qui sont dans la mer, plus 1, 2, 3 pour les 3 cadrans. Ça rentre pas dans les 30 cm. Donc, on a eu un premier sujet qui est quelle taille doit faire l'horloge. J'étais trop pris, mais ça fait 2 semaines que les gars me demandent d'imprimer juste une feuille de papier cadran pour savoir si 30 cm c'est bien ou s'il faut faire 40 cm. Sans trop prendre de risques, on sait que 30 cm ça va être trop petit. Donc, on va devoir monter à 40 si on veut faire rentrer tous les mécanismes, plus ça, plus le boîtier des piles, plus plein d'autres choses dans l'horloge. On a ce premier sujet. Donc ça a été un gros débat et on a plein de schémas que je vous mets à l'écran qui nous montrent que Quentin a bien réfléchi à ça avec Rémi qui apporte son cerveau en plus. Parfois ça fout un peu le bordel parce qu'il challenge pas mal les choses, mais on a eu une vraie réflexion autour de tout ça. Ensuite, on a l'épaisseur. Pareil, l'épaisseur, il nous a fallu pas mal de réflexion parce que on arrive à une horloge très épaisse. Encore une fois, je reprends mon prototype. Cette épaisseur-là n'est pas suffisante. Je vous le dis tout de suite. On est avec des mécanismes qui font un peu plus de 5 cm. Donc il nous faut une horloge de 6 cm d'épaisseur minimum. Sachant qu'on va mettre une vitre, on va mettre plein de choses. Il y a les couches de bois, enfin bref, il y a pas mal de petites choses à étudier et ce qui fait que ça va faire un objet volumineux en fait. Donc il faut que ça n'abîme pas l'esthétisme et c'est un sujet qui nous préoccupe. Ensuite, on a le sujet du cerclage en bois qu'on a commencé à regarder. Quel est le plus économique? Comment le faire? Et là, je suis très content parce que Florent m'aide beaucoup. Grâce à Florent, une première petite entreprise artisanale du sud de la France à qui on a parlé, c'est des mecs qui font des cerclages en bois massif pour les hublots des bateaux par exemple. Ils font plein de projets différents. Forcément, nous, on est venu les voir en leur disant, voilà, on est une petite start-up, on va pas avoir des gros volumes, mais qu'est-ce qu'on peut faire dans une qualité moins premium, mais qui soit quand même avec un beau rendu esthétique et qui nous coûte pas cher à la production. Je crois que la balle est dans mon camp, il faut que je leur envoie vraiment nos spécificités, ce qu'on attend d'eux pour qu'ils puissent nous faire une proposition, un chiffrage. Donc ça, je suis super content. Et Florent a contacté une autre entreprise qui pourrait nous faire des cerclages made in France. Donc ça, je serais trop content. Ça nous fait un truc made in France en plus, sachant que l'électronique, franchement, on va avoir du mal à ce que ce soit made in France, comme vous vous en doutez. Voilà pour la partie cerclage. Ensuite, maintenant, on a la partie PCB encore, où il y a plein de questions qui se sont posées. Encore une fois, pour du volume et de la place. Est-ce qu'on branche les petits fils qui relient les servomoteurs à la carte directement? Est-ce qu'il faut faire des câbles sur mesure qui soient assez longs pour le management des câbles, pour la gestion, comme que ce soit bien organisé derrière? Est-ce qu'il faut mettre des prises qu'on appelle JST? Ce sont des prises, je vous les mets à l'écran, qui permettent de brancher en fait directement la chose, mais avec des câbles plus courts. Est-ce que les câbles, au lieu de faire des câbles longs sur mesure, on mettrait pas des rallonges? Donc on branche des câbles entre eux. Et tout ça, à chaque fois, il y a eu d'énormes débats, notamment Rémi qui nous disait oui, mais Rémi voulait beaucoup d'esthétisme dans le cœur de la machine. À un moment, j'ai dû dire stop pour des raisons très simples. C'est que là... Et je le comprends, hein, c'est pour le bien du projet, il voulait que tout soit très beau, donc il nous a modélisé des boîtiers qui seront à l'intérieur de l'horloge, des prises JST, des câbles sur mesure, etc. Il faut qu'on aille au plus économique, c'est qu'un prototype. On verra après comment on industrialise, on fait des choses bien finies, mais là ça me dérange pas qu'il y ait une rallonge, mais après à juste titre peut-être, il nous disait, voilà, si vous mettez une rallonge et que pendant le transport elle se prend des chocs, ça se trouve l'horloge fonctionne plus juste parce que tu as une prise débranchée, etc. Enfin bref, il y a plein de sujets comme ça qui sont qui ont été assez préoccupants. Pareil pour les prises JST, il y a eu gros débat. Est-ce qu'il faut mettre des prises ou est-ce qu'il faut tout souder? Forcément à la production derrière, si on doit souder chaque truc une par une, chaque petit câble un par un, ça prend énormément de temps, alors qu'une prise, clac, tu la clips, c'est réglé. Prise JST, je vous le mets à l'écran. De nombreux débats là avant mon départ en vacances pour lesquels j'avais du mal à trancher. Enfin, j'avais pas du mal à trancher d'ailleurs, je tranchais. Et d'ailleurs, je remarque que comme sur les réseaux sociaux, j'affiche beaucoup et ça fait un peu partie du personnage. Quelqu'un qui n'est pas forcément sûr de lui, qui écoute tous les conseils de tout le monde. Et c'est vrai, à chaque fois que quelqu'un me dit un truc, je dis ah t'as raison, peut-être qu'on devrait faire comme ça. Les gars se disent il a du mal à trancher, on va l'aider. Très clairement, les gars, je sais trancher.
je saurais prendre les décisions. Et là, je pense que j'ai été clair. Et puis ensuite, il y a la question du 5 volts. Alors ça, j'ai toujours pas compris personnellement, mais sur ce PCB, il va y avoir une carte là qu'on va brancher ici qui s'appelle l'ESP32, le cerveau de la bande. Et ce cerveau, en fait, il est alimenté en 5 volts. Mais les servomoteurs sont alimentés en 3,8 volts. En gros, il y a un risque de cramer les moteurs si on les alimente trop fort. Et du coup, bref, ça crée des problèmes d'alimentation. Et il y a eu débat encore. Quentin disait mais je comprends pas comment on fait pour alimenter les moteurs. Rémi disait mais non mais c'est une question d'ampérage. Regarde, il y a ça. Et puis après il y a la question de couper les moteurs pour pas que ça crame trop d'alimentation. Et du coup il fallait ajouter un petit composant qu'on appelle un MOFSET. Ce petit composant va permettre de couper l'alimentation des moteurs si j'ai bien compris. Voilà, là j'ai vite été largué parce que techniquement je suis pas au niveau. Après c'est pas si compliqué que ça. C'est juste qu'il y a un moment où je me suis dit les gars je vous fais confiance. Mettez-vous d'accord sur où est-ce qu'on met du 5 volts mais où est-ce qu'on met du 3,8, qu'on met un MOFSET ou pas, c'est pas ça qui va me laisser porter par les experts et déléguer cette charge. À la fin, on m'explique A ou B et moi je choisis entre A ou B. Voilà pour ce qui est de la partie très technique. Après, on a eu un débat aussi sur le choix de l'ESP32. Donc l'ESP32 pour mémoire. Donc l'ESP32, c'est cette carte qui est au milieu par exemple. Et donc l'ESP32, il y avait un choix à faire qui était est-ce qu'on en prend un avec une antenne Wi-Fi ou pas? Parce que si vous habitez dans un bunker, pour citer personne, ou dans une maison comme les Bretons avec des murs qui font 4 mètres d'épaisseur, et ça va être compliqué pour que le Wi-Fi aille jusqu'à l'horloge. Donc Rémi disait, est-ce que vraiment que ça vaut le coup, ça coûte pas plus cher, est-ce qu'on prend le truc? Mais attention, ça veut dire que ça prend plus de place dans l'horloge, répond Quentin, donc il faut y penser pour la conception. Et donc voilà, il y a eu un petit débat, encore une fois, c'est du temps de pris, hein, pas de perdu, parce que c'est un débat intéressant, mais sur est-ce qu'on prend avec antenne Wi-Fi ou non. Encore une fois, là j'ai laissé les experts débattre, j'ai écouté, l'arbitrage s'est fait un peu naturellement. Il semblerait qu'il n'y ait pas vraiment besoin, que ça change pas grand chose de prendre avec l'antenne Wi-Fi. Voilà. Et on arrive enfin au sujet du design. Donc j'ai relancé la fleur au fusil, le sujet du design. Je vous ai consulté, communauté, et j'ai eu pas mal de retours très intéressants. Je vous ai déjà fait une vidéo, j'ai parlé à 3 personnes qui m'ont fait vraiment des propositions très sympathiques. Et il y en a que j'ai mis directement de côté, notamment Paul Etienne, quelqu'un de la communauté, qui connaît Florent en plus, et qui disait, si tu veux, moi je peux te montrer comment imprimer tes cartes. Franchement, c'est rapide, c'est sur un logiciel open source. Tu fais comme tu veux ton design, bam, et t'envoies. Et à un moment, je me suis dit, c'est cool, je pourrais le faire moi-même, mais est-ce que je vais pas y passer énormément de temps ? Est-ce que ça va pas être si bien fait? On va tomber sur un os à chaque fois. Il y a toujours un petit problème à droite, à gauche auquel on sait pas répondre. Et là, j'aurai un problème. Alors que si je paye quelqu'un, cette personne a une obligation professionnelle d'aller au bout. C'est son problème, les petits problèmes techniques. Et moi, je passe commande et ça me fait gagner du temps. Donc, je m'achète un peu plus d'efficacité et de confort. Et Michael donc me propose ça. Moi, Michael, quand il me montre le truc, il me présente donc ce logiciel qui est un logiciel des services d'urbanisme, je me souviens plus, mais en gros qui montre toute la carte de France. Hop, je vous ai fait la vidéo d'ailleurs, qui montre toute la carte de France et puis t'as plus qu'à dire quelle police tu veux. Est-ce que la côte tu la veux très détaillée ou pas? Et puis tu mets tes couleurs et bam, t'appuies sur entrée et ça exporte tout en SVG. Donc ça, c'est vite devenu un sujet. Moi, je me suis dit au début, Michael, cool, il va pouvoir le faire. Et puis Michael, il m'a envoyé des devis et à chaque fois, j'étais dubitatif sur les devis. Je comprenais pas qu'est-ce qui prend autant de temps. Ça avait l'air très facile quand il me l'a présenté. Il y a un autre gars sur Instagram qui me dit que c'est hyper simple. Il me dit, si tu veux, je te montre et ça te prendra franchement pas longtemps, une journée à le faire tout seul. À côté de ça, il y avait beaucoup de dépenses et moi, je commençais à me dire, faut que je fasse gaffe à ce que je dépense, quoi. C'est bien de s'acheter du temps, mais il y a un moment, Antoine, c'est pas la fête non plus du budget. Il faut que tu sois rigoureux là-dessus. Donc tout ce que je peux faire moi-même, je vais le faire moi-même. Et donc j'ai pas mal challengé Michael, et puis à la fin, j'en pouvais plus. J'étais vraiment trop pris par ma formation IA que je devais livrer à une entreprise, et j'ai dit stop à Michael. J'ai dit désolé, on arrête les discussions pour l'instant. Là, je me barre et on en reparle plus tard. Donc il faut que je te rappelle, Michael, je le sais. Il faut que je parle à Paul Etienne en attendant pour voir si vraiment cette partie-là est nécessaire. Voilà, donc tout ça, c'est des sujets qui me saoulent parce que tu dis à quelqu'un, on va bosser ensemble, et puis après tu reviens en arrière, attends, pause, on va trouver un moyen de bosser ensemble, mais voilà, c'est pas si simple. Donc il y a ces questions-là qui se posent de comment on va produire. Ouais, je vous rejoins, je dois finir un tournage. Et donc il y a ces questions-là qui se posent de comment on va imprimer les cartes, et puis finalement, au fil de la discussion, c'est pas comment on va imprimer les cartes, mais quelles cartes on va imprimer.
Parce qu'au début, moi, je disais, bah les gars, je veux que tout le monde puisse choisir sa ville. Il y a 150 km au nord, 150 km au sud pour ceux qui habitent sur la côte ouest. Sinon, ce sera est-ouest pour ceux qui habitent au sud. Ou bref, les lacs, vous avez compris, 150 km de diamètre autour. Et ensuite, bam, exporté en SVG, imprimé, on la colle sur l'horloge et puis on place nos petits moteurs dans la mer et dans la terre. Et donc ça, très vite, les gars me disaient, bah ouais, c'est super Antoine, en termes de production, c'est très compliqué, il faut que tu réfléchisses à où est-ce qu'on va positionner les trucs, et donc ça veut dire où est-ce qu'on va percer les trous, est-ce que tu vas percer à chaque fois à la main les trous en fonction des cartes, est-ce que les gens qui habitent en Bretagne vont t'en commander plein et ceux qui habitent en Martinique vont t'en commander deux, donc est-ce que tu prévois du volume, comment ça... Enfin voilà, tout de suite c'est comment tu vas produire tout ça et comment tu prévois tel cas particulier, tel détail, c'est parti dans des dizaines de détails. Et à la fin, Rémi dit, bah Antoine, c'est simple, moi là j'ai regardé, si tu fais rien que les villes de plus de 20 000 habitants, je crois, les villes côtières, il y en a 800. Ok, donc tu as 800 cartes à faire, 800 positionnements de moteur, bonne chance pour les faire d'ici le mois de juin. Et là on s'est dit, ah ouais merde. Rémi a eu quand même une remarque intéressante qui était de dire, bah écoute, moi à Lille, les mecs ils habitent à Lille, mais ils vont kiter sur un large champ sur la côte. Et donc on a fini par se dire, attends, peut-être qu'on devrait dézoomer les cartes et faire moins de volume, et ça serait beaucoup plus pertinent, beaucoup plus faisable en termes de production que le gars qui a son petit bled à lui. Moi je voulais faire plaisir à tout le monde encore une fois et avoir le petit spot du Breton avec les criques qu'il veut sur ses 100 km à la ronde. Mais en fait, ça va clairement pas être faisable. Donc, ce sera plutôt les grosses villes et puis un truc autour, et on va essayer de faire en sorte que personne soit lésé, mais très franchement, c'est extrêmement difficile. Donc ça, c'est la question du design, l'impression. Il faut qu'on se rende compte maintenant, il faut que j'imprime, je pense le faire aujourd'hui, mais je ne savais pas le faire techniquement, j'ai essayé de savoir comment imprimer pour qu'on se rende compte à quoi ressemblerait la carte en 30 cm de diamètre ou en 40 cm de diamètre, parce qu'il faut aussi que ça soit lisible. En fait, si elle fait 30 cm et qu'à 1,50 m, vous n'arrivez plus à lire le nom de la ville dessus, c'est chiant. Donc en fait, il va falloir qu'elle soit finalement assez grande. On a eu aussi une discussion sur la précision du vent par rapport au spot. Et en fait, on s'est dit, encore une fois, on remplace pas les applis. Nous, ce qui nous inquiétait, c'est les côtes très fracturées, les côtes très précises, comme la Bretagne par exemple. Si je prends un exemple que je connais, moi je vais souvent en vacances à Piriac-sur-Mer, donc Loire-Atlantique, près de Guérande, tout ça. Là-bas, franchement, si le vent il est sud-ouest, il y a plein d'endroits où tu peux kiter, plein d'endroits où tu peux vraiment pas kiter. Il y a des endroits ultra rafaleux parce que t'as une bande de terre avant. Forcément, les ponts Mahé et tout, ils sont blindés de monde, donc le mec, le local, il n'a pas forcément envie d'aller là-bas. Il a sa petite crique, quitte à se prendre quelques rafales. Bref, tout ça, c'est vous qui le ressentez, c'est vous qui avez vos préférences. Et donc, en fait, l'horloge, elle ne pouvait pas répondre à des problématiques aussi précises. Donc, il y a un moment, on s'est dit, les flèches. Il y a 3 flèches en mer, vous savez. Ces 3 flèches en mer, est-ce qu'elles sont reliées aux conditions de vent sur le spot qui est sur terre dans l'alignement de la flèche, ou est-ce qu'elles correspondent aux conditions de vent en mer? Et donc on s'est dit, bah attends, à quoi ça correspond? Les gens ils regardent quoi? Sur Windy, sur Winguru, on est allé regarder, et en fait, encore une fois, c'est une horloge qui te dit, ah, en un coup d'œil, est-ce que je peux y aller? Donc en fait, l'horloge, la flèche, elle va donner une tendance en mer, et c'est toi qui vas te dire, bon, ok, là, le vent, il est plutôt sud-ouest, je vais aller à Pont-Mahé. Là, s'il est plein est, je vais aller plutôt, je sais pas où. Je vais aller nulle part en vrai en Loire-Atlantique. Voilà, ça c'est un sujet très intéressant où on a fini par se dire, bah on donne, c'est des flèches, c'est une grosse flèche quand même qui est assez grossière. On va pas chercher de la précision. Donc au niveau du code, il nous a dit, bah qu'est-ce que je fais? Et on lui a dit, tu prends la condition de vent en mer, là où est la flèche, le point GPS de la flèche. Comme ça, au moins, on n'est pas sur de la précision, le vent qui tourne, qui accélère parce qu'il y a tel cric ou je sais pas quoi, qui est rafaleux. C'est pas notre problème, c'est pas notre sujet. Les 3 jauges donc sont reliées au spot central, à la ville de référence. Voilà, je pense qu'on est arrivé à bout de cette première présentation. Ça me fait une bonne longue vidéo. Puis là, je me fais siffler. Donc, merci d'avoir écouté si vous êtes encore là. Et je vous dis à très vite pour la suite.